Bonjour à tous. Je remercie les orateurs précédents parce que ça fait une excellente introduction également à ma présentation. Moi, je vais vous présenter quelque chose qui est un petit peu différent de ce qui a été présenté jusque-là, dans le sens où ce qui va nous intéresser, c'est la fusion des données, c'est-à-dire qu'on va prendre des données qui sont multiparamétriques, qui proviennent de différents appareils, de différentes natures, et on va essayer de les fusionner pour améliorer, par exemple, la prise en charge des patients. Et cette fusion de données, donc ce n'est pas une problématique nouvelle, mais cette fusion de données, elle est intéressante parce que habituellement, il faut des ordinateurs extrêmement puissants pour collecter toute cette donnée, l'analyser conjointement. Et donc, ce sont des processus qui prennent du temps et qui sont faits a posteriori. Et là, l'approche que je vais vous présenter, c'est une approche qui permet de fusionner cet ensemble de données, mais sur des petites unités de calcul. Donc, on peut le faire directement au chevet du patient s'il est à l'hôpital, voire sur son smartphone ou quelque chose d'équivalent s'il est chez lui. Donc je vais vous parler de deux choses essentiellement aujourd'hui avant d'illustrer mon propos par un exemple. Ça va être la fusion de données. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et puis, dans un second temps, l'approche biomimétique, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré du fonctionnement du cerveau humain pour proposer une approche qui permette de réduire la complexité des problèmes de fusion. Alors, la fusion de données, c'est un processus qui est connu depuis longtemps, notamment en robotique, dans l'industrie par exemple, pour tout ce qui est automatisation des chaînes de production, etc. L'idée, c'est d'acquérir des données à travers différents capteurs, par exemple du son, de l'image, ça peut être aussi des centrales inertielles, etc. Et tous ces capteurs vont envoyer de l'information vers un calculateur ou vers des calculateurs. Et on va essayer de corréler ces informations, par exemple, pour prévoir, alors sur les chaînes de fabrication, par exemple, prévoir la maintenance préventive des lignes de production de manière à limiter l'arrêt de ces chaînes et à optimiser le fonctionnement de ces chaînes de production. C'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. Alors là, j'ai repris un petit dessin. C'est quelque chose qui est extrêmement utilisé au cinéma. Au cinéma, par exemple, vous allez avoir des caméras qui vont se déplacer autour d'une scène, autour de personnes, et derrière, on va utiliser des algorithmes pour compiler toutes ces données, compiler ce son, de manière en fait à fusionner l'information de la position de la caméra avec la position des objets et essayer de reconstruire. Alors ça peut être des scènes en 3D, ça peut être aussi du son pour faire bouger le son en même temps que la caméra, etc. Alors tout ça, c'est compliqué parce que, évidemment, le matériel n'est pas parfait, il y a des défauts, etc. Et donc, ça nécessite énormément de calculs derrière pour essayer de ramener l'information la plus pertinente possible. Ça, c'est un problème issu du monde cinématographique. Il y a eu une thèse de publiée là-dessus il y a quelques années, et ces problèmes nécessitent une puissance de calcul phénoménale en fait, pour réussir à avoir des séquences de quelques secondes en 3D par exemple. Alors dans le domaine médical, il y a une approche qui est intéressante. Alors ça, j'ai repris des données acquises sur un patient, donc là à domicile, et on va avoir différents capteurs. Par exemple, ici, on a des capteurs qui détectent dans quelle pièce il se trouve chez lui. On a des capteurs sur le patient, cette fois-ci, de posture. Est-ce qu'il est debout, assis, allongé? Et puis, on va avoir de l'information, alors cette fois-ci, plus en lien avec sa physiologie. Là, par exemple, son niveau d'activité physique, et puis ici, son activité cardiaque, symbolisée par son rythme cardiaque. Et ce qui va être intéressant, en fait, c'est de dire, par exemple, est-ce que quand la personne se déplace de son séjour à sa cuisine, est-ce qu'elle va avoir une activité plus importante? Ce qui peut être intéressant, par exemple, dans le maintien des personnes à domicile, donc tout ce qui va être télésurveillance, télémédecine, maintien à domicile pour être capable d'anticiper d'éventuels problèmes, par exemple, de chute ou d'activité parasite.
Et donc, on va essayer de récupérer cette information des 4 capteurs et de la fusionner. Et là, on se heurte tout de suite à des problématiques. Déjà, le fait que les capteurs ne sont pas au même endroit, il y en a certains qui sont fixes dans l'habitation, certains qui sont mobiles et qui sont portés par le patient. Et puis, c'est des capteurs qui vont fonctionner à des fréquences différentes, qui vont apporter de l'information différente. Et corréler toute cette information, et bien là encore, on est obligé d'envoyer cette information à travers le réseau sur des fermes de calculateurs, de manière à pouvoir corréler toute cette information et ensuite rapporter donc des bilans, des alertes, éventuellement au personnel sur place ou à la personne en elle-même. Et la difficulté ici, c'est que ça nécessite forcément d'avoir un réseau extrêmement performant pour transférer cette information, l'analyse se fait dans des data centers spécialisés, et puis ensuite rapatrier la donnée. Et il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles cette donnée est entrecoupée ou perdue lors de ces échanges. Alors, on s'est intéressé à comment fonctionne le cerveau. En fait, le corps, alors le corps humain, mais chez les animaux de manière générale, il faut savoir que la fusion de données se fait de manière instantanée avec de toutes petites ressources. Typiquement, on est bardé de capteurs au niveau de la peau, au niveau des yeux, de l'ouïe, etc. Et en permanence, on fusionne toutes ces informations. Quand vous conduisez, par exemple, vous avez des tâches extrêmement complexes de fusion de données. On voit d'ailleurs aujourd'hui que ce n'est pas si simple d'automatiser la conduite. Visiblement, l'humain se débrouille encore un peu mieux pour le moment. Et donc, la fusion des données, hein, c'est essentiellement le problème dans ce type d'approche. La fusion de données, elle se fait de manière traditionnelle, exactement comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Par contre, dans le cerveau, elle se fait de manière complètement différente. Il faut savoir que le cerveau, c'est une petite unité de calcul qui a une puissance à peu près de 80 watts. Ça veut dire à peine plus puissant que votre téléphone portable. Et cette unité de calcul, elle est capable de détecter extrêmement rapidement, de prévoir des choses, par exemple pour rattraper une balle au vol ou des choses comme ça. Et donc, on est capable d'anticiper un certain nombre de phénomènes grâce à cette fusion multiparamétrique. En fait, un système informatique classique, il a tendance à fonctionner de manière séquentielle, c'est-à-dire que vous allez avoir une horloge, et à chaque coup d'horloge, vous allez interroger un capteur qui renvoie une information. Puis vous passez au capteur d'après, vous récupérez l'information, vous la synthétisez, vous passez au capteur d'après, etc. Et ça, c'est un processus qui est assez inadapté parce que quand vous faites le tour comme ça de l'ensemble de vos capteurs, dans un véhicule par exemple, s'il se passe quelque chose devant le capteur que vous venez juste de lire, il va falloir attendre de finir le tour avant de pouvoir y revenir. Donc on imagine un piéton qui traverse juste devant, évidemment, si la caméra est en train de rafraîchir, ou etc., on va avoir un problème à ce niveau-là. Le cerveau, lui, ne travaille pas comme ça. En fait, il est en attente en permanence de l'ensemble des capteurs du corps. Et dès qu'il y a un changement, par exemple, si j'appuie ici sur ma main, à ce moment-là, les capteurs concernés vont renvoyer une information comme quoi il s'est passé un changement d'état. Et plus je vais appuyer fort, plus je vais renvoyer une information, mais cette information, c'est toujours la même, c'est une information qui est binaire, c'est ce qu'on va appeler des événements par la suite, c'est-à-dire, il se passe quelque chose, et plus j'appuie fort, plus je vais envoyer ces événements de manière rapide. Et le cerveau va recevoir ces informations et va être capable, puisqu'il n'est pas monopolisé par autre chose, va être capable de fusionner l'information ici, par exemple, de pression, de température, et éventuellement visuelle ou sonore, pour décréter, pour analyser, est-ce que cette situation est dangereuse, problématique, ou est-ce qu'elle est normale? C'est pour ça que quand vous touchez, par exemple, quelque chose de chaud, vous avez un mouvement réflexe de retirer la main. En fait, là, ça passe par des systèmes extrêmement rapides où l'information est traitée et tout de suite, il y a un mouvement réflexe qui est fait. Pareil pour vos yeux, quand vous sortez dehors, là, on est dans la pénombre. Au moment où vous allez sortir dehors, s'il y a un peu de soleil, le premier réflexe, ça va être de fermer les yeux parce qu'il y a une quantité de lumière trop importante, le temps que vos pupilles se rétractent et adaptent votre œil, prépare votre œil à la quantité de lumière ambiante.
Et ça, en fait, c'est fait de manière complètement parallèle et de manière complètement indépendante de ce qui se passe dans les différents capteurs. C'est-à-dire que on ne va pas attendre de savoir s'il se passe quelque chose sur la pression avant d'aller déclencher une analyse visuelle par les yeux pour éventuellement retirer la main. Non, d'abord je retire la main et éventuellement je vais regarder ce qui s'est passé après. Donc la fusion de données biomimétiques, l'idée c'est d'imiter quelque part le fonctionnement du cerveau en générant non pas des quantités de données séquentielles et continues, ce qui fait que même s'il ne se passe rien, je suis obligé d'analyser ces données, mais plutôt d'essayer d'analyser ces données de manière un petit peu plus intelligente et de capter l'information au moment où elle change, au moment où j'ai un changement d'état qui devient intéressant. Alors le premier système sur lequel on a travaillé, c'est en fait une caméra. Alors cette caméra, c'est une caméra qui reproduit le fonctionnement de la rétine humaine. Alors là, c'est un mobile. Ici, c'est un mobile. Alors c'est des mobiles assez complexes ou donc en rotation ici autour d'un axe. Et puis il y a un bras qui peut bouger de manière aléatoire. Et on a à gauche la caméra qui reproduit le fonctionnement de la rétine, et puis à droite une caméra classique qui va fonctionner à 30 images par seconde à peu près. Alors cette caméra, bon là, après on s'amuse à jouer sur l'exposition. Cette caméra, on a fait un petit peu comme pour l'œil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surexposition ou de sous-exposition. Chaque pixel étant parfaitement indépendant les uns des autres, ben, il s'adapte à la quantité de lumière qu'il reçoit, et c'est pour ça qu'on est capable de voir ici, alors qu'il y avait un spot ici assez puissant, on est capable de voir l'image dans sa globalité. Ce qu'on peut voir lors des ralentis qui interviennent, voilà, c'est que ici, on est capable de distinguer tous les éléments qui nous intéressent de manière extrêmement précise, alors que sur l'image classique, en fait, vous avez une collection de points. Bah, tout simplement, vous avez posé pendant un certain temps, donc la lumière a été acquise pendant un certain temps, et après, vous lisez l'ensemble de vos pixels. Quand je veux faire de l'analyse sur ce type de caméra, je n'ai finalement que quelques pixels qui s'activent, d'accord ? Donc, je n'ai que quelques informations à traiter, au lieu d'avoir des milliers, voire des millions de pixels à traiter et à faire des soustractions, des calculs dessus pour essayer de savoir ce qui a changé. Alors ce type de caméra, on les a utilisés par exemple dans l'analyse de la circulation sanguine pour aller analyser ce qui se passe dans ces vaisseaux et essayer de déterminer en temps réel la vitesse de mouvement des globules dans les vaisseaux, la densité de globules qu'il y a par section de vaisseau, etc. Et ça, on est capable là d'avoir les résultats aujourd'hui sur son smartphone en temps réel. Donc avec la caméra, on vient poser la caméra sur les vaisseaux qui nous intéressent et immédiatement, on a toutes ces informations qui s'affichent sur le smartphone. Avec les caméras classiques, en fait, il y a beaucoup de calculs à faire avant d'arriver à ça, et du coup, il est nécessaire de passer par des calculateurs, donc de type processeur graphique, etc., pour être capable d'analyser rapidement les images. Et donc là, on a un retard, c'est-à-dire qu'on est obligé d'analyser a posteriori, un petit peu comme ce qui était raconté tout à l'heure, on est obligé d'analyser a posteriori les données, on ne peut pas les avoir au moment de l'examen. Donc ça, c'est quelque chose d'assez problématique. Voilà, donc globalement, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est la fusion de données inspirée du fonctionnement du vivant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des signaux physiologiques. Alors, ça peut être des signaux physiologiques, ça peut être des images, ça peut être du son, ça peut être vraiment tout type de signaux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'échantillonner temporellement ce signal, l'échantillonnage temporel étant ce qui se fait habituellement, ce qui est fait de manière classique avec les appareils, on va regarder ce qui se passe quand mon signal croise un changement d'état. Là, par exemple, ici, si ça c'était la courbe de température d'un patient, eh ben, je n'aurai que quelques événements qui seraient produits. Alors, j'ai deux types d'événements. Exactement comme sur les images de la caméra, on avait tout à l'heure des pixels qui étaient blancs, des pixels qui étaient noirs. Ici, on a deux types d'événements. En fait, c'est pour dire, est-ce que j'ai une augmentation de mon signal ou est-ce que j'ai une diminution de mon signal? D'accord?
Les pixels blancs et noirs dans l'image de tout à l'heure, c'était est-ce que globalement mon changement de lumière est positif, c'est-à-dire mon objet passe devant le pixel, ou est-ce qu'il est en train d'en partir, et dans ce cas-là, le changement de lumière est négatif. Et à partir de là, je vais avoir ici une compression de l'information qui va être de 95 à 99% sur du signal physiologique. Ça veut dire qu'en passant dans un mode événementiel, comme le fait le corps humain, je vais avoir un problème ici à analyser qui va être beaucoup plus simple, puisque je vais avoir beaucoup moins d'informations, et en fait, je vais avoir de l'information qui va être générée uniquement au moment où elle est importante, au moment où elle m'intéresse. Le reste du temps, mon capteur ne renvoie pas d'informations. Je vais faire ça pour l'ensemble des paramètres que je cherche à étudier. Alors, par exemple, la respiration, l'activité cardiaque, la température, l'activité physique. Et je vais avoir des lignes d'événements qui vont arriver, complètement décorrélées les unes des autres. D'accord ? Et toute l'importance de la fusion, c'est de corréler ces différents paramètres, ces différents événements qui vont arriver à un instant donné, de manière à dire, par exemple, eh bien, là, la personne, sa fréquence cardiaque est en train d'augmenter, mais sa température est en train d'augmenter, son activité physique est en train d'augmenter, sa respiration est en train d'augmenter, ce qui est cohérent avec une augmentation de l'activité physique de la personne. Elle se met à monter un escalier ou elle va courir. Par contre, si la personne va se coucher, ben, je vais avoir une diminution globale de ces différents paramètres, c'est-à-dire que je vais avoir des événements qui vont être générés pour dire j'ai une décroissance globale de l'activité. Et si je synthétise, si je corrèle toute cette information, si je fusionne toute cette information, par exemple ici on l'a fusionné sous la forme d'un graphique, je vais avoir un motif. Je vais avoir un motif qui va être représentatif de l'état de mon système, là en l'occurrence de l'état de santé de la personne, et cette figure va être représentative, va être vraiment personnelle à la personne, et par exemple quand la personne va faire de l'activité physique ou quand elle va se reposer, cette figure va se dilater ou se contracter. On garde le même type de forme, d'accord ? C'est la même forme, en fait on a un facteur d'échelle sur l'évolution de cette forme. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, suivre l'évolution de l'état de santé d'une personne, c'est finalement ramener là au suivi de l'évolution d'une figure géométrique, et ça nécessite très peu de puissance de calcul. Donc on est capable de le faire sur un smartphone ou sur des petites unités de calcul, des ordinateurs qui ont la taille d'une carte bleue aujourd'hui, et on est capable de suivre l'évolution géométrique de cette forme, c'est-à-dire l'évolution de l'état de santé de ma personne. Alors, ce qu'on a montré, donc ça, c'est des travaux que j'ai menés avec un collègue qui est médecin réanimateur, anciennement au Val-de-Grâce, hôpital militaire à Paris. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié ce qui se passait, évidemment, dans le suivi de personnes, donc dans la vie quotidienne. On a bien vu cette évolution de facteurs d'échelle. Mais on a vu aussi que les pathologies avaient leur propre forme. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que non seulement je suis capable de dire, bon ben voilà, là l'évolution elle est normale, ou au contraire elle est anormale parce que la figure est en train de se déformer. Donc la fusion de l'information me permet d'accéder à une information plus riche que celle que je peux avoir en regardant les différents canaux. Mais en plus, si les pathologies ont leur propre forme, dans ce cas-là, je suis capable d'analyser l'évolution en direction d'une figure pathologique, et donc de prédire l'évolution de l'état de santé. Alors à court ou moyen terme, on va être à une évolution de quelques heures à quelques jours. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'à partir d'informations physiologiques distinctes, de capteurs complètement indépendants les uns des autres, en fusionnant ces données, en réduisant la complexité du problème, c'est-à-dire en le ramenant à un problème où je compare des événements, c'est-à-dire des changements d'état sur ces différents capteurs, je vais être capable de prédire l'évolution de l'information, l'évolution de l'état de santé de la personne à court ou moyen terme. Alors, on a cherché à appliquer ces algorithmes à des données réelles. Alors, comme ça a déjà été dit à plusieurs reprises ce matin, toute la difficulté, c'est l'accès à la donnée. Aujourd'hui, il y a peu de bases de données qui existent.
Et ces bases de données, en général, bénéficient pas d'une grande annotation, d'une annotation de très grande qualité. Donc on a travaillé sur des bases de données publiques qui sont disponibles sur Internet, sur lesquelles il y avait des annotations. Et finalement, le système le plus simple pour analyser des données multiparamétriques, c'est l'apnée du sommeil, puisque les gens sont équipés de polysomnographes. Donc, par essence, il y a des capteurs de différentes natures qui sont disponibles. On les a traités de manière événementielle, ces données, et on a généré, à partir des données disponibles sur ces bases, on a généré ces fameuses figures, et on a montré qu'on était capable de détecter les apnées du sommeil de manière extrêmement performante. Alors, on a deux grandes bases de données qu'on a étudiées. Une base de données qui était faite avec un appareil qui était très peu bruité, les données étaient de très grande qualité. Et donc là, on a montré que uniquement avec un seul signal, donc là, il n'y a pas de fusion, on regarde uniquement le signal de la respiration, eh bien, on avait déjà une détection de l'ordre de 75%, ce qui était quand même très correct. Mais quand on rajoute un deuxième paramètre, uniquement un deuxième paramètre, ici l'électrocardiogramme, dans ce cas-là, on monte à quasiment 90% de détection des apnées du sommeil. Alors ça, c'était intéressant pour commencer. Ce qui nous a intéressé, c'est de regarder cette fois-ci dans des bases de données avec des instruments plus classiques, où là, on a des données qui sont beaucoup plus bruitées, qui sont de qualité moins bonne, et où il est plus difficile, notamment visuellement, d'analyser les variations du signal pour poser un diagnostic. Ce qu'on a montré sur ces bases de données, c'est qu'en couplant deux paramètres, donc là où on avait 90% de détection sur la base peu bruitée, on était à une détection de l'ordre de 70%. Quand on couple deux paramètres supplémentaires sur cette même base de données, on atteint les 90%. Autrement dit, la fusion de données permet vraiment d'améliorer la détection, d'améliorer le diagnostic qui est posé. Et ça, tous ces calculs-là sont faits sur des smartphones. D'accord ? Donc on simule en fait l'arrivée de données en temps réel et toute la donnée est analysée sur le smartphone. On n'a pas besoin d'envoyer la donnée à l'extérieur. Ça veut dire que vraiment, si par exemple la personne était équipée d'un moniteur qui permette d'avoir sa respiration, son électrocardiogramme, son électroencéphalogramme et sa saturation, dans ce cas-là, on pourrait avoir une très bonne détection de ces apnées du sommeil sur un smartphone et non pas sur des serveurs déportés. Alors, on s'est amusé aussi à faire ce type d'analyse sur des électrocardiogrammes pour détecter de la fibrillation atriale, qui est quelque chose qui intéresse énormément la communauté aujourd'hui. Et on a montré que uniquement en regardant l'électrocardiogramme, avec ce mode de détection de patterns, de détection de motifs au sein de signaux physiologiques plus ou moins complexes, avec l'approche événementielle et donc biomimétique, il était possible d'améliorer la détection de ces fibrillations atriales à de très très bons scores. Pour comparaison, on a regardé un petit peu, donc ça c'était en 2017, ce qui se faisait de mieux à l'époque, et dans les publications, on était aux alentours de 82-83%. Donc ça permet quand même d'améliorer notablement par apprentissage des motifs, la récupération de ces fameux motifs au sein de signaux complexes, ça permet l'amélioration de la détection. Voilà, donc en guise de conclusion, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est que la fusion de données multiparamétrique, elle est possible sur de petites unités de calcul, surtout si on prend des approches biomimétiques qui permettent de réduire la complexité des problèmes. Et pour cette fusion de données, on est capable, par cette approche événementielle, non seulement de prendre des signaux à une dimension, par exemple électrocardiogramme, respiration, saturation, mais également on est capable de fusionner cette information avec de l'information à 2 dimensions, voire 3 dimensions, de l'information d'image, etc., etc. Puisque là, en fait, on compare des événements entre eux, donc on est capable de regarder un éventail de données très, très, très large. Cette approche multimodale, elle permet d'alimenter des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre, par exemple, de faire de l'analyse pour poser des diagnostics, voire même éventuellement de faire de la prédiction sur de la dégradation, sur de la survenue d'événements pouvant être dramatiques pour les personnes. Voilà, je vous remercie.